Hello everyone, c'est moi pour la vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent début de semaine. Oui, comme vous avez pu le voir, j'ai enregistré cette vidéo le même jour que ma vidéo de dimanche parce qu'en ce moment j'ai des semaines hyper cheloues. Je suis un peu dégoûtée parce que vous avez pu aussi le constater, mon ami coiffeur n'est pas là en ce moment, ce qui fait que je suis revenue à la coupe Marie la désolée, comme dirait ma maman, parce que moi je ne sais pas me coiffer et il me manque et j'ai hâte qu'il revienne. Et pas que pour ma coiffure. Alors, comme vous l'avez vu, encore une fois, via l'excellente et superbe miniature de Ezra, qui a un talent, je ne cesse de le répéter, à travers chaque vidéo du jeudi, qui a un talent indiscutable, vous avez compris que nous allions aujourd'hui aborder Blanche-Neige et les Sept Nains. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent des renseignements sur Ezra, parce qu'elle fait beaucoup de choses, et si vous avez besoin de visuels, mais pas forcément que pour des thumbnails, hein, elle a vraiment un panel de capacités et de talents qui sont assez impressionnants, et je vous mets toutes ces informations dans la barre de description de celle-ci. Alors, tout le monde connaît bien évidemment Blanche-Neige et les Sept Nains, le dessin animé de Disney sorti en 1937. Toutefois, le conte qu'il a inspiré est bien plus ancien et s'appuie, vous allez le voir, sur une histoire vraie bien pire que celle racontée par les frères Grimm. Vous avez bien compris, une histoire vraie, et c'est une grande première dans notre série des contes de fées. Alors accrochez-vous, café, thé, popcorn, on y va, c'est parti, c'est maintenant. Et oui, l'une des fables les plus célèbres de tous les temps, les variations de Blanche-Neige, apparaissent dans plus de 400 versions de contes de fées à travers le monde. La version des frères Grimm, qui est la plus connue, s'appelle en réalité Gouttes de neige et provient du recueil des contes de l'enfance et du foyer. Mais la plus ancienne serait la version de Giambattista Basile, et oui, encore lui, qui s'appelait alors La jeune esclave. Déjà, voilà un titre pour un conte de fées, La jeune esclave. Elle a ensuite été retravaillée dans un format beaucoup plus familier par le folkloriste Andrew Lang et finalement, elle a été adaptée par Walt Disney. Alors, dans la version de Walt Disney, vous le connaissez, la reine désirait un enfant et une petite fille naquit. Ses cheveux étaient aussi sombres que l'ébène et sa peau était si claire et pure que sa mère l'appela Blanche-Neige. Après la mort de la reine, son père épousa une femme vaniteuse et malveillante qui se tenait systématiquement devant un miroir magique en demandant qui était la plus belle femme du royaume. Le miroir répondait toujours invariablement « Ma reine, vous êtes la plus belle de toutes ». Jusqu'à ce qu'un jour, une réponse vienne qui la mit dans une rage folle. Blanche-Neige était désormais la plus belle femme de tout le pays. Petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le conte de fées, mais je suis obligée de la faire. Moi, dans mes souvenirs, et ça je l'ai vu dans une de mes toutes premières vidéos au début de ma chaîne, parce que j'avais fait un sujet autour des glitches dans la matrice, moi, dans mes souvenirs, dans Blanche-Neige, la reine disait « Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ». Eh bien, en vérité, elle ne l'a jamais dit. Dites-moi en commentaire, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me fascine. Dites-moi, vous, de ce dont vous vous souvenez. Et si ça vous interpelle, allez voir ma vidéo sur les glitches, parce que j'ai trouvé ça absolument hallucinant. Bref, je continue. Donc, toujours dans la version de Disney qu'on connaît, la belle-mère de Blanche-Neige, furieuse de ce que le miroir lui avait dit, ordonna à un chasseur de l'emmener dans la forêt et de la tuer, prenant le cœur de la jeune fille comme preuve. Encore une fois, on est dans le sanglant, l'occulte, le gore, etc. Mais le chasseur éprouva de la compassion, heureusement pour Blanche-Neige, et la laissa libre, apportant à la reine maléfique le cœur d'un cerf à la place. Blanche-Neige découvrit une petite chaumière et, épuisée, s'effondra dans l'un des lits et tomba dans un profond sommeil. À son réveil, Sept Nains la regardaient. Ils dirent à Blanche-Neige qu'elle pouvait rester avec eux tant qu'elle nettoyait et cuisinait. Blanche-Neige et les nains vivent en contentement jusqu'à un jour où le miroir magique annonce à la reine que Blanche-Neige est encore vivante et qu'elle est toujours la plus belle. La reine se déguise alors en vieille femme et offre à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. Après avoir mordu dans la pomme, Blanche-Neige tombe inconsciente.
Les nains, supposant qu'elle était morte, construisent un cercueil en verre et y placèrent son corps. Un jour, un beau prince passa par là et vit Blanche-Neige dans le cercueil. Il tomba instantanément amoureux d'elle et convainquit les nains de la laisser emporter le cercueil pour lui donner des funérailles appropriées. Alors qu'ils portaient le cercueil avec d'autres hommes, ils trébuchèrent sur des racines d'arbres, délogeant ainsi la pomme empoisonnée de la gorge de Blanche-Neige. Dans le film d'animation, le prince convainquit les nains de lui permettre de lui donner un dernier baiser. Cela devint la version la plus populaire, alors que vous l'avez vu à l'origine, il trébuchait, il y avait un choc, etc. Et vous allez comprendre, dans la suite de mon explication, que ce n'est pas anodin. Elle se réveille alors et le prince lui déclare son amour. Ils se marièrent et comme dans tous les contes de fées, ils vécurent heureux pour toujours. Ah, regardez qui voilà, c'est Duchesse, vous remarquez que tous les contes de fées, elle est là. Hein. Mais parce que peut-être elle croit que c'est la princesse. Voilà la version finalement la plus connue. Mais ce conte est en réalité une myriade d'autres contes mélangés, dont celle de l'esclave jeune là, de Giambattista Basile, qui a également, lui, on l'a déjà vu, donné naissance à La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, etc. Mais les plus grandes influences dans Blanche-Neige furent l'Arbre d'or et l'Arbre d'argent, et Maria, la méchante belle-mère et les 7 voleurs. Mais pas que, vous allez voir, vraiment Blanche-Neige, ça m'a donné du fil à retordre, quoi. Dans l'Arbre d'or et l'Arbre d'argent, un roi avait une épouse nommée Arbre d'argent et une fille nommée Arbre d'or. Un jour, Arbre d'or et Arbre d'argent allèrent dans un pré où se trouvait un puits contenant une truite magique. La reine demanda au poisson si elle était la plus belle reine du monde, ce à quoi la truite répondit qu'elle ne l'était pas, mais que sa fille, Arbre d'or, l'était. Arbre d'argent rentra chez elle aveuglée de rage. Elle s'allongea dans son lit et jura qu'elle ne serait jamais bien tant qu'elle ne pourrait pas manger le cœur et le foie d'Arbre d'or. Le roi rentra chez lui en entendant que sa femme était alitée, et lorsqu'elle demanda le foie et le cœur de leur fille, il maria Arbre d'or à un prince qui venait de demander la main de la princesse et l'envoya très loin, donnant à sa femme les organes d'une chèvre à la place. Dans les contes anciens, pourquoi ces femmes acariâtres veulent-elles absolument manger les foies, les entrailles, les cœurs, crever des yeux? Je comprends pas. Je vous jure que là, en plus, comme c'est de manière récurrente et que pour les besoins de ces dossiers, j'en fais un compte par semaine, je vous jure, je me dis, mais c'est quoi qui va pas avec ces femmes? Pourquoi? Parce que tu as le droit d'être en colère parce qu'il y a une femme plus belle que toi. Tu as le droit d'être jalouse, même si t'es une marâtre et que en soi, c'est pas très normal parce que dans le conte original, elle a 12 ans, l'enfant. Mais de là à avoir des désirs de sang et puis de cannibalisme, je me dis, il y a quand même... Bon, là, ça commençait mal. Qui s'appelle Arbre d'or, Arbre d'argent? Déjà, le conte en soi, il est tordu, mais... Il faut dire qu'on est encore dans l'apothéose du glauque, quoi. La seconde partie de la fable de Blanche-Neige provient quant à elle du conte Maria, la méchante belle-mère et les 7 voleurs. Après avoir été chassée de chez elle par sa méchante belle-mère, Maria erra dans les bois jusqu'à découvrir une chaumière où vivaient 7 voleurs. Au lieu de faire du mal à la jeune fille, ils lui permirent de vivre avec eux en tant que sœur, cuisinière et gouvernante. Lorsque la belle-mère découvrit que Maria était toujours vivante, elle donna à la jeune fille une bague maudite qui provoquerait la mort de son porteur. Et enfin, la dernière partie de l'histoire était basée sur le conte Le cercueil de cristal, qui est assez explicite. Le prince voit Blanche-Neige dans son cercueil de verre avec les nains. Dit comme ça en plus, faut avouer, on dit que c'est un conte de fées, mais aujourd'hui, on te dit, il y a une meuf là-bas, dans ce cercueil de verre. Tu peux pas la rater, il y a 7 nains autour du cercueil. Qui y va? Non, mais on est d'accord qu'en soi, c'est quand même hyper chelou, quoi. La façon dont ils ont décidé de créer, enfin bref. Ainsi, la truite magique, qui est donc dans le conte d'origine, devint un miroir, un objet qui a accumulé en plus au fil des siècles superstition sur ses propriétés. Un reflet était significatif dans de nombreuses cultures, tant pour la découverte de soi que pour prévoir l'avenir. Il était également lié à la vanité d'une femme. Il n'est pas facile d'accepter le passage du temps et de voir une fille autrefois petite enfant devenir une belle femme, surpassant la matriarche de la famille dont la beauté n'est plus ce qu'elle était.
Dans le même ordre d'idées, peut-être que la pomme pourrait être comparée aux anciennes légendes grecques dans lesquelles la déesse de la discorde, Eris, acquit l'une des légendaires pommes d'or et écrivit pour la plus belle avant de la lancer au milieu d'un festin des dieux lors du mariage de Pelée et Thétis, provoquant une dispute alimentée par la vanité parmi les autres déesses. Allez donc savoir les origines, tellement ça part dans tous les sens. Pendant 2 siècles, les historiens de la littérature ont cherché à savoir si ce conte populaire allemand était donc basé sur des récits beaucoup plus anciens, comme je viens de vous le dire, de la mythologie, ou si c'était pas basé sur des événements réels. Et ils ont découvert l'histoire de 2 femmes réelles qui pourraient bel et bien avoir inspiré Blanche-Neige et qui pourrait être la véritable origine du conte. Selon Edgar Sander, dans son livre Blanche-Neige, était-ce un conte de fées, l'inspiration pour la version des frères Grimm était Margarete von Waldeck, une comtesse allemande née de Philippe IV en 1533. Margareta était dotée d'une beauté exceptionnelle. Elle avait la peau claire et les lèvres rouges. Elle n'était âgée que de 4 ans lorsque sa mère mourut. Peu après, Philippe épousa la magnifique mais extrêmement vaniteuse Katharina von Alsfeld. Katharina passait beaucoup de temps à admirer son propre reflet. Aussi, Philippe lui offrit en guise de cadeau de mariage un grand miroir, qui était toutefois silencieux. Katharina n'aimait pas les enfants du premier mariage de son mari, en particulier la belle Margareta. Quand la jeune fille eut 16 ans, son père et sa belle-mère l'expédièrent à la cour royale de Bruxelles en quête d'un mari. Le futur roi Philippe II d'Espagne tomba fou amoureux d'elle, mais les autorités espagnoles refusèrent qu'il l'épouse car elle était d'un rang inférieur. Sa belle-mère, Katharina, était pour sa part folle de rage à l'idée que Margarete puisse la surpasser en termes de mariage et de beauté. Mais Katharina fut bientôt rassurée. Margarete, âgée de 21 ans, tomba mystérieusement malade et mourut en 1554. Des rumeurs coururent sur le fait qu'elle avait été empoisonnée par les autorités espagnoles et d'autres dirent qu'elle avait été empoisonnée par sa belle-mère. Entre nous, la première hypothèse est la plus probable, encore que, mais le thème de la méchante marâtre, il faut bien l'avouer, est bien meilleur pour les contes de fées et leurs intentions macabres. Une autre possibilité, et selon moi la bonne, selon un groupe d'études à Lorch, en Bavière, c'est que Blanche-Neige est en fait basée sur l'histoire de Maria Sophia von Herthal, née le 15 juin 1729 à Lorn am Main, en Bavière. Elle était la fille d'un propriétaire terrien du XVIIIe siècle, le prince Philippe Christoph von Herthal, et de sa femme, la baronne von Bettendorf. Après Maria Sophia, la baronne a eu 6 autres enfants. 7 enfants au total, nés les uns après les autres, comme de petites pierres de guet. Pendant 10 courtes années, le château de Lorch était rempli des sons de l'amour, des rires et des enfants qui jouaient en grandissant ensemble. La forêt était réelle aussi, la forêt de Spessart. Spessart signifie pic vert, et la forêt était remplie du tapotement des pics verts sur les arbres et des rires des enfants qui se poursuivaient et jouaient à cache-cache entre les arbres. De l'autre côté de la forêt, il y avait 7 collines. Si vous couriez à travers les 7 collines, comme l'a fait Maria Sophia, vous arriviez dans un petit village appelé Biber. Et c'est dans ce village que vous trouviez les 7 nains. Parce que oui, les 7 nains étaient bel et bien réels aussi. Dans la ville de Biber, à l'ouest du château de Lorch, il y avait des mines de cuivre et de gemmes qui appartenaient donc au père de notre Blanche-Neige réelle, à savoir au père de Maria Sophia. Les mines étaient si petites en fait qu'il était impossible d'envoyer des adultes y travailler. Alors les mineurs étaient des enfants et des nains qui pouvaient se glisser dans des tunnels étroits. Souvent, les mineurs commençaient à travailler dans les mines dès leur plus jeune âge et leur croissance était entravée par une mauvaise nutrition et des conditions de travail difficiles. Jeunes et vieux étaient appelés alors les nains des mines par les locaux. Il faut savoir aussi que chaque mineur portait un bonnet de couleur vive car en cas d'effondrement dans la mine, le tissu lumineux permettrait de retrouver plus facilement leur corps. La plupart des nains étaient engagés dans les mines à long terme et vivaient dans de petites chaumières à l'orée de la forêt de Spessart, juste à côté des mines. 7 travailleurs par chaumière. Faut dire que là, faut avouer que l'histoire vraie, elle est drôlement ressemblante.
Même enfant, Maria Sofia savait que son père possédait les mines et elle s'est liée d'amitié avec les nains et d'ailleurs a plaidé pour de meilleures conditions de travail. C'était en quelque sorte une petite guerrière de justice sociale dès son plus jeune âge. Dans mes recherches, j'ai trouvé comment les archives locales de Lord Amvain la décrivaient. Une fille d'une beauté inhabituelle, charitable envers les autres et les souffrants. Honnêtement, la vraie Blanche-Neige. La méchante belle-mère était réelle aussi. Ouais, vous allez voir. Lorsque Maria Sofia avait 10 ans, sa mère est décédée et un sombre nuage de deuil s'est installé sur le château. 4 ans plus tard, son père, désespéré de trouver une nouvelle mère pour ses enfants, épousa une comtesse veuve. Elle détestait les enfants. Tous les enfants, mais surtout Maria Sofia. Elle la détestait avec une passion sans limite. Elle détestait à quel point Maria Sofia était belle. Mais encore plus, elle détestait à quel point tout le monde aimait Maria Sofia. La comtesse avait 2 enfants de son mariage précédent. Elle voulait que ses enfants soient ceux que tout le monde adorerait. Elle voulait que les gens pensent qu'elle était la plus belle femme du pays. Mais non. Malheureusement pour elle, tout le monde adorait Maria. Tout le monde disait que Maria était la plus belle. Maria de partout. Cela la rendait folle de jalousie. Une jalousie vaine et tellement pathétiquement vaine. Même le père de Blanche-Neige le savait. C'est pourquoi il a offert un miroir à sa femme. Un miroir sur le mur. Le miroir magique a été fabriqué par la manufacture des miroirs de l'électorat de Mayence alors. C'était un cadeau du père de Maria Sofia à sa nouvelle épouse à l'occasion de leur mariage. Ce n'était pas vraiment magique, mais pour des gens du XVIIe siècle qui n'avaient aucune idée de son fonctionnement, cela aurait tout aussi bien pu l'être. C'était un miroir en fait truqué, une merveilleuse acoustique qui faisait résonner la voix de la personne qui parlait dedans, mais dans un ton plus grave, comme un écho. La comtesse se tenait donc devant ce miroir et contemplait sa propre beauté et le miroir répétait ses paroles dans une voix grave et acoustiquement étonnante. Donc en gros, c'est elle qui répétait « C'est toi la plus belle, t'es la plus belle ». Et le gars, il avait mis un système d'écho où en se regardant, c'était la plus belle. En fait, elle a inventé la méthode Coué, cette femme, et on ne le savait pas, on se moque d'elle. Mais c'était un génie. Et il faut savoir que sur le côté gauche du miroir, les mots « amour-propre » étaient gravés, ce qui signifiait « amour de soi », une subtile reconnaissance de sa vanité narcissique. Ce miroir est toujours accroché au château de l'Or, qui est maintenant le musée de Spessart, et les visiteurs du musée peuvent même faire tester le miroir à leurs enfants ou à eux-mêmes. À ce niveau-là, la vraie question, c'est pourquoi ce roi a-t-il épousé cette femme qui savait tellement narcissique que le jour de leur mariage, il lui a offert un miroir? Je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a fait. À 16 ans, Maria Sofia s'est enfuie de chez elle. Elle n'en pouvait plus de la maltraitance physique et mentale infligée par sa belle-mère. Pas un jour de plus. Alors, elle s'enfuit et elle partit en courant, en pleurant, à travers la forêt. Et à travers cette forêt, elle dépassa les 7 collines, elle courut jusqu'à atteindre les chaumières des 7 nains. Imaginez la surprise des gars lorsqu'ils rentrèrent chez eux après une dure journée de travail pour la trouver confortablement endormie dans l'un de leurs lits. Ni Grimm, ni Disney n'ont inventé ça. C'était la vraie histoire de Maria Sofia. 3 ans plus tard, son père mourut, et elle resta avec les gars. 3 ans plus tard, son père mourut et les fermetures des mines commencèrent. Maria Sofia devint alors vagabonde et finit par trouver refuge dans un couvent à 40 000 de là. Elle ne trouva par contre jamais de prince. Maria Sofia, donc notre Blanche-Neige de mon avis, mourut aveugle et seule dans un couvent à l'âge de 71 ans. On pense qu'elle avait mangé une pomme imbibée d'Atropa belladonna ou bellatone mortelle. Celle-ci poussait abondamment dans les environs du couvent. Sa tombe fut découverte en 1998, vous vous rendez compte? Dans le conte de fées, un beau prince arrive sur le cheval blanc et voit Blanche-Neige étendue morte. Il la prend dans ses bras et l'embrasse et en la soulevant déloge la pomme de la gorge. Il faut savoir que ça aussi, c'est une allégorie. Au XVIIIe siècle, la mort était représentée montant un cheval blanc, une version moins effrayante de la faucheuse.
L'embrassement était également une allégorie. Le baiser de la mort était la façon dont les gens savaient qu'un être cher était décédé avant de connaître les pulsations et les vérifications. Lorsque nous mourons, l'air est expulsé de nos poumons. La tradition populaire croyait que c'était le baiser de la mort qui prenait le souffle de vie. Et ainsi, le prince l'a pris dans ses bras et s'en alla vers un endroit où il vivrait heureux pour toujours. Ce n'était pas un endroit que les vivants pourraient suivre, car le prince de Blanche-Neige était le prince mort. Voilà l'histoire vraie, voilà ce qui a inspiré les contes de fées, voilà comment à travers une histoire tragique, il a fait une fin à base de symbolisme encore plus tragique que ce qu'on pense. Et avouez que si on associe à ça l'histoire vraie, le fait que la symbolique, s'il vous plaît quoi. Parce que c'est en 1937 que Walt Disney Productions sort son film d'animation musicale fantastique basé sur l'histoire de Blanche-Neige avec Gustav Tengren comme l'un des artistes conceptuels. Tengren était déjà l'illustrateur de livres pour enfants, notamment de contes de fées et de folklore. Il s'inspirait d'Arthur Rackham et de Kay Nielsen, deux des illustrateurs de contes de fées les plus célèbres de l'époque. Des changements ont été apportés à l'histoire pour la rendre plus adaptée aux enfants, introduisant le baiser et supprimant la plupart des tentatives ratées de la reine pour tuer la jeune fille. Oui, parce qu'il y a plusieurs tentatives donc au-delà de l'histoire vraie. Les frères Grimm, sachant que c'était inspiré d'une histoire vraie, ils avaient rajouté des tentatives d'assassinat. Et elles étaient plus atroces les unes que les autres. Ces tentatives reflètent l'insistance et la cruauté de la méchante reine. Faut quand même pas oublier que dans l'histoire originale, Blanche-Neige, elle a 10 ans, quoi. C'est une petite fille. Disney, lui, il n'a pas voulu abuser, donc elle a autour de 15 ans, mais même à 15 ans, être victime d'un acharnement pareil. La première tentative de la reine intervient après qu'elle découvre, grâce à son miroir magique, que Blanche-Neige est toujours vivante chez les nains. Elle se déguise alors en vieille vendeuse ambulante et se rend chez eux. Elle propose à Blanche-Neige une belle cordelette pour lasser son corsage. Elle attache la cordelette autour de la taille de Blanche-Neige et la serre si fort qu'elle en perd connaissance, comme si elle était morte. Cependant, les nains arrivent à temps pour la sauver, défont le corsage et permettent à Blanche-Neige de reprendre son souffle et de revivre. La deuxième tentative est similaire. La reine, encore déguisée en vieille femme, retourne chez Blanche-Neige, cette fois avec un peigne somptueux. Le peigne est empoisonné et lorsqu'elle persuade Blanche-Neige de se laisser coiffer, le contact avec le peigne empoisonné la fait s'évanouir à nouveau. Les nains arrivent une fois de plus à temps et retirent le peigne, ce qui sauve Blanche-Neige d'une mort certaine. Et enfin, la fameuse pomme empoisonnée. Quand même, quoi. Ça fait beaucoup. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup pour un seul conte. Alors, la prochaine fois que vous regardez un film ou un dessin animé de Blanche-Neige, rappelez-vous bien que derrière cette histoire de conte de fées se cachent des réalités sombres, des récits de femmes et de luttes, des mythes anciens et des éléments de réalité historique. Pour son premier film d'animation, Walt Disney, il a dit, tu sais quoi? Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai compris. On va tout mettre. Toutes les influences de Blanche-Neige, tout. Tu rajoutes tout, tu mets tout, tu secoues, tu sors ça et tu le mets en salle. Non mais on est d'accord ou pas? Encore une fois, la preuve que les contes de fées sont bien loin d'être des histoires qui sont destinés à nos enfants. Voilà, je ne vais pas partir dans une conclusion emberlificotée cette fois, parce que la vérité, je pense que tous les détails parlent d'eux-mêmes. Et puis surtout, j'ai peur que celui-ci soit long, quoi. Un petit peu trop long et j'espère pas trop confus. Voilà les amis, cette fois-ci c'est fini pour moi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. On se retrouve dimanche. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Les petits nouveaux, abonnez-vous, plus on est de fous, plus on rit. Et surtout les amis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.